Eh bien, c'est pas seulement l'usage qui le veut, c'est quand même plus que jamais justifié. Un grand merci à la régie technique, comme on dit, c'est essentiellement à Philippe et à Hugo. Hein. Philippe qui est comme le capitaine Nemo dans son laboratoire là, chez lui, et Hugo qui a eu la gentillesse de se déplacer chez moi là pour veiller au grain et pour cadrer. Je vous rappelle que c'est à Hugo que vous devez sur le montage à peu près des vidéos que nous faisons, et les principaux incidents techniques pour lesquels nous sommes désolés sont le plus souvent indépendants de nous. Là. Ça dépend du flux, de la salle, souvent, enfin bref. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc oui, c'est une excellente idée de Philippe qui est à l'origine du live de ce soir, du direct, hein, je vais dire à partir de maintenant, de ce soir. C'est parce que c'est pour pas que l'été soit seulement, que ce soit une vacance, mais pas tout à fait une vacuité. Voilà, puisque c'est le même radical. Mais, et j'ai hésité le choix de plusieurs thèmes. C'est pas ça qui manque. Et puis, je crois que vous êtes assez habitué au fait que c'est pas le plus important, les thèmes. Ce qui est important, c'est que il y a 3000 entrées au labyrinthe. Le problème, c'est qu'on fait toujours le même circuit une fois qu'on est dedans. Voilà. Peut-être pas dans le même ordre. Et cette fois-ci, si, comme vous avez pu vous en apercevoir pour ceux qui ont consulté notre page Facebook, et bientôt, et notre site, hein, parce que je rappelle que sur notre site, il y a tout, le site http et dominiquepagani.net, Dominique Pagani tout attaché, je vous rappelle. Il y a toutes là les vidéos dans l'ordre, plus un tas d'autres renseignements, d'ailleurs, plus des sites amis auxquels nous sommes très attachés. Là, je me suis finalement arrêté sur un texte de Kafka auquel j'ai déjà fait allusion pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, dans certains ateliers des années passées. Je l'avais cité lorsque, dans les entretiens que je fais depuis le début, depuis 2014, enfin depuis le début de leur diffusion sur le net, lorsqu'on est passé de ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie de la connaissance, hein, dans la progression, vous vous rappelez, je ne vais pas le répéter, empirisme, rationalisme, déterminisme, crise de la philosophie cognitive, hein, liée un petit peu à la critique kantienne. Si la connaissance réussit, exemple Newton à l'époque de Kant, c'est au détriment de la liberté, c'est pour nous apprendre qu'on est déterminé. Enfin bref, voilà, il y a une crise, il y a une belle problématique classique, académiquement classique, il n'y a aucune connotation péjorative quand je dis ça. Et là, on est passé, alors, il est convenu d'opposer à la philosophie des connaissances la philosophie de l'action. On peut dire philosophie des valeurs, ça fait un peu spiritualiste, surtout que maintenant, vous savez, les plus grands criminels de ce monde passent leur temps à justifier leurs actions criminelles en disant « car ce n'est pas conforme à nos valeurs », parlant de leurs ennemis. C'est un mot dont je me méfie. Voilà. Et je préfère dire, je pense développer ça l'année prochaine, je vous le dis en avant-première, dès la reprise de nos ateliers, tout ce qui a trait à la logique du sujet, tout simplement. Voilà, grâce à toute notre grande volée initiale de la philosophie de la connaissance qui aboutit aux sciences positives, aux sciences, je n'ai pas dit positivistes, aux sciences dites dures, exactes, aux sciences de la nature, enfin, qui ne réussissent pour l'instant que dans le champ de la nature, ce qui confirme un peu le partage que fait Kant dans son introduction à la critique du jugement. Ça n'a pas beaucoup bougé, ça. Et alors, dans les sciences humaines, c'est le foutoir. Hein, dans les sciences de la nature, c'est bien, il y a plein de problèmes, plein d'inconnus, heureusement, puis il y en a encore pour des milliers d'années, mais enfin, je veux dire, il y a de l'ordre qui va du simple au complexe. Et dans les sciences humaines, c'est un peu à la tête du client, c'est un peu du n'importe quoi. Au point que la plupart du temps, les gens scrupuleux en philosophie mettent sciences humaines, sciences entre guillemets. Enfin, pas du simple au complexe. Donc, lorsque nous sommes passés à la logique du sujet, j'ai insisté je l'ai introduit par la notion de modernité.
Je vous rappelle qu'on dit que Descartes a initié la philosophie du sujet dans les histoires de la philosophie scolaire, ce qui n'est pas faux. Le cogito, c'est la première personne du verbe penser, n'est-ce pas, en latin cogitare. C'est le sujet qui passe tout au crible, et si le sujet ne valide pas, ben rien ne marche en philosophie. C'est ça qu'elle nous voit à partir de Descartes, c'est l'émancipation du sujet, n'est-ce pas? Et puis après, ce sujet va s'approfondir avec Kant, n'est-ce pas? Bon. Et n'en parlons pas après, avec ses déterminations historiques, Hegel, matérialiste et historique avec Marx. Bon, très bien. Mais pour introduire cette logique du sujet, j'ai rappelé tout de même que, chronologiquement, historiquement, aller au-delà de Kant, au-delà des Lumières, c'était passé d'un XVIIIe siècle qui avait eu le bonheur, puisqu'on est maintenant dans la logique du sujet, le bonheur ne peut intéresser qu'un sujet, pas un caillou, hein, d'un siècle où le bonheur est la valeur de référence pour des gens aussi différents, voire opposés que Voltaire et Rousseau, c'est ce qui unifie un petit peu l'immense mouvement et foisonnant et très riche des Lumières, cette quête de cette notion laïque que le bonheur, on ne répétera jamais assez qu'il faut quelqu'un d'aussi peu suspect d'allégeance à l'Ancien Régime que Saint-Just pour oser dire le bonheur est une idée neuve en Europe. Vous savez ce qu'il disait, c'était récent. Et j'insiste sur ce côté laïque, c'est pas le salut, que je respecte, hein, Pascal a comme problématique le salut. Il n'est pas le seul, mais enfin essentiellement, un siècle avant, les Lumières. Le libertin se contente de la jouissance. Et puis il y a le bonheur. Et je posais ce problème, comment se fait-il, je n'ai toujours pas abordé le texte de Kafka, comment se fait-il qu'on est passé d'un siècle où le thème central est le bonheur, à un siècle qu'on va surnommer, qui va être caractérisé par ce qu'on appelle dans les manuels de littérature et d'histoire de l'expression du sujet, le mal du siècle. Bref, d'une quête éperdue du bonheur à un siècle de conscience malheureuse dont il n'est pas sûr que nous soyons sortis, puisque je vous rappelle que la mélancolie romantique, qui est la première manifestation du mal du siècle, s'aggrave considérablement avec le spleen de Baudelaire, je vais vite, hein, qui ajoute une dimension physique presque hallucinatoire. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie. Oui, hallucination auditive. Puis, l'angoisse moderne, en attendant Godot de Beckett qui se passe dans une poubelle dans toute la pièce, ou sans même parler de Kafka, vous voyez, ou de réflexion sur le suicide d'un Camus. Bref. Donc, sans compter que, je reprends ma progression, 18e siècle, siècle des Lumières, quête du bonheur. Siècle suivant, ce qui le caractérise, c'est le mal du siècle. Siècle suivant, le siècle du mal, le siècle de l'horreur, enfin des horreurs qu'on n'avait pas atteintes à une telle échelle. Et qui sont d'autant plus des horreurs qu'elles surgissent dans un monde où on avait tout pour s'en passer. On ne peut pas imputer le déchaînement d'horreur et de violence, par exemple celui qui s'est effectué à l'occasion des 2 guerres mondiales, sur le côté primitif ou la barbarie. Ça a surgi au contraire dans les nations les plus développées économiquement. Alors, je fais ce long préambule pour rappeler que c'est par un texte, c'est par le commentaire, mon premier commentaire de texte développé, pour illustrer justement ce malheur qui caractérise la modernité par rapport à l'Ancien Régime, pour aller vite maintenant, j'avais choisi la cloche fêlée de Baudelaire. Je vous rappelle que dans la cloche fêlée de Baudelaire, je vais le rappeler très rapidement, hein, c'est un sonnet, il y a 2 quatrains, 2 tercets. Je le rappelle parce qu'il y a 2 quatrains qui parlent de la cloche heureuse, hein, celle qui sonne les heures, celle qui impulse le rythme de vie des gens qui ne sont pas justement dans le malheur, encore moins dans le désespoir. Ceux qui sont dans ce que Mallarmé appelle avec mépris la litière où le bétail heureux des humains est couché, avec, vous voyez, ce mépris un peu aristocratique de fin de siècle et décadent, pas péjoratif. Et puis, les 2 tercets qui, au contraire, à partir du moment où il arrête de parler des autres et il dit « moi, mon âme est fêlée ». Donc, voilà, je rappelle ce poème, et vous comprenez pourquoi je vais en parler.
Parce qu'il parle de la communication impossible, de la voix qui n'arrive pas à sortir du gosier. Vous voyez le rapport avec le message impérial, le messager qui n'arrive pas à... Ah, mais la langue, c'est admirable, la langue, regardez, à délivrer le message, comme si le message était un prisonnier, comme la voix qui est prisonnière dans le gosier, vous voyez. Donc, je vais rôder un peu autour de ce thème d'abord, hein, du message qui ne parvient pas à destination. Sans même parler pour les lacaniens, qui l'ont déjà repéré certainement, quand ils sont un peu exercés, à la lettre volée, dont le titre original en anglais est Purloined Letter. Lacan l'a très bien montré. Baudelaire était un peu hésitant dans son anglais. Il est en affinité. Ses traductions sont excellentes, mais des fois un peu inexactes. Le contraire de Mallarmé. Mot à mot, ça veut dire la lettre prolongée, la lettre qui a subi un détour, qui n'est pas allée directement de l'expéditeur au destinataire, mais qui a été indéfiniment retardée, prolongée, Purloined Letter. Voilà. Alors, je rappelle la cloche fêlée. Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver d'écouter près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élevèrent, rime normande, au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse, voilà, c'est dit en toutes lettres, hein, le bonheur. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux, qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Voilà pour les quatrains. On a déjà l'église et l'armée. La cloche, hein, l'église, et l'armée, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Les deux foules sans femme, auxquelles Freud a consacré un essai. L'église et l'armée, sur les foules, un essai sur les foules. Bon, donc, voilà pour les quatrains. À la ligne, moi, mon âme est fêlée. C'est le poète qui parle. Hein. Et lorsqu'en ses ennuis, hein, c'est un sens très fort à l'époque, je le rappelle, c'est le sens que Baudelaire emprunte au XVIIe siècle, ça veut dire angoisse. Hein. Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie, au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Voilà, je voulais rappeler ce sonnet pour montrer que c'est pas pour faire un commentaire littéraire du texte de Kafka et de m'intéresser à l'œuvre de Kafka en tant que singularité, ce qu'on ne saurait trop faire, mais ce n'est pas le lieu ici, c'est un commentaire philosophique que je fais, pour montrer qu'il y a bien un thème qui circule là dans la modernité. Et maintenant, je lis le message impérial, alors donc Kafka l'appelle un, avec l'adjectif indéfini, un message impérial. Je rappelle qu'il est extrait de la muraille de Chine, donc l'empereur, c'est censé être l'empereur de Chine, mais enfin, je veux dire, hein, je suis très reconnaissant à Philippe d'avoir trouvé une très belle illustration où l'on voit un souverain sous-continental, pakistanais ou indien, qui regarde par la fenêtre le Taj Mahal. Ça y correspond très bien aussi, pendant son agonie. Voici le texte. L'empereur, dit-on, t'a envoyé à toi en particulier, à toi, sujet pitoyable, ombre devant le soleil impérial, chétivement enfoui dans le plus lointain des lointains. À toi précisément, l'empereur de son lit de mort a envoyé un message. Le messager, il l'a fait agenouiller auprès du lit pour lui souffler le message. Et l'empereur tenait tant à son message qu'il se le fit répéter à l'oreille. De la tête, il a fait signe que c'était bien cela qu'il avait dit. Et devant tous ceux qui le regardent mourir, tous les murs qui gênent se trouvent abattus. Et sur de vastes perrons qui s'élancent avec audace, se tiennent en cercle les grands de l'Empire. Donc l'empereur agonise devant sa cour. Les grands de l'Empire, devant eux tous, il a expédié le messager. Le messager s'est mis en route tout de suite. Un homme vigoureux, infatigable. En poussant alternativement d'un bras et de l'autre, il se fraye un chemin à travers la foule. S'il rencontre de la résistance, il désigne sa poitrine où est le signe du soleil. Il avance facilement, comme nul autre. Mais la foule est grande. Et elle n'en finit pas d'habiter partout. Si l'espace s'ouvrait devant lui, comme le messager volerait, et bientôt tu entendrais le battement magnifique de son poing à ta porte.
Mais hélas, que ses efforts restent vains, et il est toujours à forcer le passage à travers les appartements du palais central. Jamais il ne les franchira. Et s'il surmontait ces obstacles, il n'en serait pas plus avancé. Dans la descente des escaliers, il aurait encore à se battre. Et s'il parvenait jusqu'en bas, il n'en serait pas plus avancé. Il lui faudrait traverser les cours. Et après les cours, le second palais qui les entoure, et de nouveau des escaliers et des cours, et de nouveau un palais. Et ainsi de suite, durant les siècles des siècles. Et si enfin il se précipitait par l'ultime porte, mais jamais, jamais cela ne pourrait se produire, il trouverait devant lui, avec un V majuscule, je le signale avant, la ville impériale. Le centre du monde. La ville qui a entassé les montagnes de son propre limon. Là, personne ne pénètre, même pas avec le message d'un mort. Mais toi, tu es assis à ta fenêtre, et dans ton rêve, tu appelles le message quand vient le soir. Bien. Alors, à ceux qui sont quelque peu familiarisés avec mes interventions, je rappelle que je déteste l'interprétation et que j'aime bien me substituer l'analyse, c'est-à-dire ne parler de ce qui est objectivement exprimé dans le texte sans chercher à un sens qui serait entre les lignes avec les mauvais écrivains, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réussi à faire passer ça dans les lignes. Comme disait Van Gogh, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Ça, c'est honnête. Donc, je constate ici, pour essayer de s'y retrouver, parce que tout est un peu énigmatique, puis ça tourne au fantastique, pendant des siècles, il va errer dans le palais avec son message. Ce qui est clair, c'est qu'un message qui ne parvient pas à destination, apparemment, on va discuter de tout ça, mais je suis intéressé par les personnages de ce mini-drame, de cette très courte dramatique. Je ne parle pas des multiples personnages accessoires qui sont noyés dans un collectif, les grands de l'Empire qui sont autour de l'empereur, la foule qui encombre les salles, les palais. Je parle de ceux qui sont puissamment individualisés. Alors on va les lister, c'est vite vu. Il y a bien sûr l'empereur. Il y a le messager. Il y a une personne qui est désignée, vous voyez que je suis vraiment dans l'analyse et pas dans l'interprétation, par un pronom personnel. N'oubliez pas, c'est-à-dire vous, moi, lui. La personne qui est tutoyée par Kafka. L'empereur, dit-on, t'a envoyé à toi, misérable. Quand même, c'est le destinataire du message, c'est pas rien comme personne. Non, il y a l'empereur, il y a son messager, il y a le destinataire. Et ce destinataire, dont on apprend à la fin qu'il appelle le message quand vient le soir. Je dis ici, pas pour être inclusif, au sens sociétal d'aujourd'hui, qu'à la fin, on peut mettre un E muet à la fin de assis, mais toi, tu es assise à ta fenêtre et tu attends le message quand vient le soir. Ça ne s'applique pas seulement aux hommes, cette histoire. D'autant que vous connaissez tous un conte célèbre où c'est Anne sera, ne vois-tu rien venir, n'est-ce pas? La figure de l'homme qui navigue et de la femme riveraine. Donc, c'est très universel, ce toi. Voilà les personnages qui sont là. Et je constate que cette communication apparemment impossible, et dans quelles conditions? Je veux dire que Kafka est implacable. Il ne peut même pas quitter le palais central, et si par miracle il pouvait le quitter, ce serait encore pire, parce qu'il arriverait dans la ville impériale où là, personne ne pénètre, fût-ce avec le message d'un mort. C'est tellement une constante chez Kafka, mais j'ai dit que je ne faisais pas une étude de Kafka, mais je ne commande que l'occurrence de ce thème, qui va se colorer maintenant, vous allez voir, d'un autre enjeu philosophique, qui est présent aussi dans une autre nouvelle que je vais vous réciter intégralement, parce qu'elle ne fait pas une page, comme le message impérial, mais carrément une seule phrase. Cette nouvelle s'appelle « Le plus proche village ». La voici.
Mon grand-père avait coutume de dire « La vie est étonnamment brève ». Dans mon souvenir, elle se ramasse aujourd'hui sur elle-même si serrée que je comprends à peine comment un jeune homme peut se décider à partir à cheval pour le plus proche village, sans songer que tout accident écarté, qu'est-ce que ce serait, hein? Ça c'est moi qui ajoute, tout accident écarté, virgule, une existence ordinaire et se déroulant sans heurte ne suffisent pas, de bien loin même, pour une telle promenade. Le messager n'arrive pas à sortir du palais, le jeune homme n'arrive même pas à atteindre le plus proche village. Je présume que vous voyez bien le lien. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait une nouvelle connotation philosophiquement intéressante dans ce texte-là et qui est liée aux enjeux pour lesquels j'ai choisi le texte de Kafka et que je vais expliciter incessamment. C'est qu'il y a quelque chose de parménidien dans ces deux impossibilités. Vous vous rappelez de Parménide? Les Éléates, parce qu'il était d'Élé, hein, la ville d'Élé, Zénon d'Élé. Ce cruel Zénon dont parle Valérie dans le cimetière marin. Zénon, cruel Zénon, Zénon d'Élé, m'as-tu percé de cette flèche qui vibre, vole et ne vole pas? Ah, vous voyez le rapport? Flèche suspendue comme ça. Autre vers de Valérie, Achille immobile à grands pas. Alors que le message impérial, on a l'impression que le messager est vigoureux. Ah, s'il n'y avait pas la foule, il volerait, vous voyez, le contraire. Hein? Alors que là, il est immobile à grands pas. Vous voyez, c'est la même problématique. Celle qui consiste à nier la possibilité même du mouvement. Dites donc, on n'est pas dans le matérialisme historique et dans le progressisme, là. Hein? Alors, pourquoi je dramatise comme ceci? Je suis sûr qu'il y en a qui en ont eu l'intuition. Je mets en question l'entreprise philosophique elle-même avec ce texte. La possibilité d'une communication philosophique. Et c'est pourquoi je l'ai introduit lorsque j'ai voulu vous prévenir qu'on allait faire ce direct ce soir. Je l'ai introduit par une allusion au début de Lénine et la philosophie d'Althusser. Il se trouve que, je ne vais pas indiquer ça dans mon petit poste, mais je vous le dis, Lénine avait été invité à faire une communication philosophique. Je crois que c'était au Collège de France. Et si je confonds avec Merleau-Ponty, c'est peut-être au Collège de philosophie, mais c'est l'un des deux. Je crois que c'était au Collège de France, je crois que c'était pas encore le Collège de philosophie. Bref. Et il dit, vous m'invitez à faire quelque chose, un exercice impossible. Hein, c'est-à-dire une communication philosophique. Il y a une contradiction entre le mode d'expression de la philosophie et le concept de communication. Et il cite un exemple, Lénine, qui avait été invité par un parti ouvrier italien dans la région de Naples, invité à faire précisément, c'était l'objet de l'invitation, une communication philosophique. Et à l'expression, Lénine avait éclaté de rire. Voilà. C'est une belle expression, il dit ce rire auquel les pêcheurs de Capri reconnaissaient qu'il était de leur sang. Vous savez que Capri est une des îles qui sont dans le golfe de Naples, avec Ischia et Nisida, dont parle Nerval dans Octavie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de communication philosophique? Je reviens au fondement et au début de toutes mes interventions. Lorsque j'ai exposé la philosophie, je l'ai tout de suite liée à deux instances. Historiquement, à la crise, une période de crise, historiquement, empiriquement, à la crise. Les grandes avancées de l'histoire philosophique se produisent lorsque la société dans laquelle elle surgit est en crise, c'est-à-dire est affectée dans sa totalité et pas seulement en partie. Bon, ça ne peut plus durer comme avant, voilà, sans une réforme globale, sans un changement global. Réforme, révolte, révolution. C'est un autre débat. Retenez ça, réforme, révolte, révolution. Ce sont de beaux sujets. Je vous rappelle que le mot réforme, dans les 30 dernières années, n'a servi qu'à faire des contre-révolutions, par exemple. Maintenant, les travailleurs tremblent quand on leur parle d'une nouvelle réforme.
ils ont raison. Bon. Quant à la révolte, c'est ce qu'il y a de plus sympathique, mais le pouvoir préfère la révolte qui peut toujours mater dans le sang. Je pense aux jacqueries paysannes qui sont succédées dans l'Ancien Régime. Voilà, ou la tragédie de la Commune qui est magnifique, mais qui restait hélas une révolte. C'est toujours moins dangereux pour le pouvoir qu'une révolution. Donc, de cet ordre, réforme, révolte, révolution. Donc, je l'ai lié au concept de crise, mais aussi au concept de liberté. Je vais vite, hein. Je rappelle que ça ne sert à rien de se poser la question philosophique par excellence. Que dois-je faire? Non pas que le que puis-je savoir soit moins important, mais le que puis-je savoir n'est pas proprement philosophique, puisque le mathématicien, l'astronome, le physicien, le biologiste se la posent aussi, d'une manière au moins aussi légitime, et en plus avec une efficacité qu'on ne peut pas leur contester. Donc, ce qui est proprement philosophique, c'est précisément ce que j'appelle la logique du sujet là. Que dois-je faire? Rappel, seul un sujet est capable d'un faire. Je suis sûr que certains d'entre vous se rappellent que quand on dit l'expression « le vent secoue les arbres », on apprend en grammaire que le vent est actif et que les arbres sont passifs, puisqu'on peut dire le même message, mais en l'inversant, les arbres sont secoués par le vent. Les arbres, complément d'agent du sujet vent. Oui, non, c'est un sujet grammatical, c'est pas un sujet sérieux, c'est un sujet métaphorique. Du point de vue strictement physique, le phénomène du vent n'est pas plus actif, n'a rien de plus actif, n'est-ce pas, que le mouvement des branches d'arbres. Des différences de pression barométrique, température, la rotation de la Terre, tout ce que vous voulez, parce qu'après je m'y perds un peu, sont les causes dont le vent est un effet. Donc le vent n'est pas plus une cause. Kant a réfléchi toute sa vie sur le concept de causalité. Comme si on commençait à deviner que seul un sujet peut être une cause effective, n'est-ce pas? Dans l'inertie naturelle, il n'y a que des effets. Il n'y a pas d'action dans la nature. Donc, soit il n'y a que la nature qui existe, et dans ce cas-là, toute action est illusoire. Moi, je veux bien, hein, mais il faut assumer. Soit des notions d'action, de sujet, de fin, comme Marx dit, ce qui distingue tout de suite l'abeille la plus experte de l'architecte le plus malhabile, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Ça dit bien qu'il y a un projet, une pensée préalable dans le cas de l'architecte. D'accord? Et dans le mouvement post-structuraliste, on a beau jeu de dire, mais ça, c'est encore une superstition téléologique. On oublie que la critique nécessaire de l'illusion téléologique telle que le système d'Aristote en a été l'exemple emblématique pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il y ait la coupure galiléenne rompe avec cette approche finaliste de la physique. Je suis obligé d'aller vite, mais je crois que c'est des notions familières à peu près pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Je rappelle que on ne va jusqu'au bout de cette critique justifiée du finalisme, non pas en supprimant la téléologie, mais en la remettant à sa place, ce que personne ne fait plus depuis les 60s, depuis la contre-révolution structuraliste. Je ne suis pas dit structural, hein. Il y a des structures partout où il y a de la connaissance. Hein. Moi, je n'ai rien contre le fait de structurer sa pensée ou de discerner des structures dans le réel, c'est excellent. Mais je parle de structuralisme, c'est la même différence qu'il y a entre l'amour de l'environnement, dont je suis un des premiers défenseurs, et qui peut donner une écologie rationnelle, on en est loin, à l'écologisme, qui est un naturalisme, et qui se soucie moins de l'environnement, qui existe, que de la nature, n'est-ce pas, qui est une notion hypothétique. C'est pas comme la matière. Donc je reviens à ces fondamentaux qu'on est en train de revoir au travers de Kafka. D'un message qui n'arrive pas à se délivrer. Je reviens à l'essentiel, que je n'ai pas encore formulé, la deuxième notion que j'ai liée à la philosophie, outre celle de crise, c'est celle de liberté. Car ces notions de sujet, allez, je résume maintenant, sujet, finalité, action, activité,
toutes ces notions-là supposent quelque chose qui n'est pas mécanique, qui n'est pas un processus aveugle et muet, comme un caillou en train de dévaler après un orage, mais qui suppose avoir comme source première un quelqu'un et non pas un quelque chose. C'est la seule différence que je vous demande de prendre en considération. Je vous rappelle que quelqu'un qui est connu pour être un des héros du structuralisme, héros AUE, je pense à Lacan par exemple, n'est-ce pas, encore qui s'en défendrait, disait qu'avant de signifier quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un. S'il n'y a pas un quelqu'un bien distinct des quelque chose, on ne comprend rien à l'inconscient, je parle du point de vue de Lacan, et donc, c'est pas au langage, à l'ordre symbolique, et on revient au message, à l'ordre de la signifiance. Alors ne nous embrouillons pas. Je vous résume, c'est très clair et très simple. La philosophie est impossible autant que la délivrance du message par le messager de l'empereur de Chine. La philosophie est impossible si on ne postule pas, je reprends le terme de Kant, la liberté dans son principe. Autrement dit, je ne peux poser la question que dois-je faire que dans la seule hypothèse où je peux faire quelque chose. Quand j'aurai trouvé, par le détour de la connaissance, ce que je dois faire, s'il avère que tout est déterminé et qu'il n'y a pas d'action, que nous sommes passifs quoi que nous fassions, ce que les lordons, etc., vous savez, adorent insister là-dessus, je veux dire. Ils n'abordent jamais la faillite, n'est-ce pas, de même que beaucoup d'écologistes sont fans de Spinoza, c'est comme ça qu'on dit, à cause de son naturalisme, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, oui, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a des textes où il dit que c'est stupide d'avoir en considération les animaux au même égard que les hommes. Je pense ici aux véganes et à tout ce qui s'ensuit. Voilà, je ne veux pas développer. Et je suis sûr que Spinoza, autant que moi, je veux dire, ne prenait aucun plaisir à la souffrance animale, c'est un tout autre débat. Mais il ne met pas sur le même plan ça que la souffrance humaine. Donc, je répète, la philosophie n'a de sens qu'à partir d'un domaine propre par rapport aux sciences, par rapport à la religion, à partir du moment où elle pose la question que dois-je faire. La religion ne se la pose pas, elle donne des réponses. Vous voyez les 10 commandements. Les réponses précèdent les questions. Ça ne la réduit pas, hein, ça peut être la conclusion d'un parcours philosophique, spirituel, pourquoi pas. La science, elle, se pose la question que puis-je savoir. La question que dois-je faire, elle peut être, le savant peut se la poser comme savant, comme homme, comme être humain, mais certainement, ce n'est pas sa science, ce n'est pas ses études scientifiques qui vont l'aider à y répondre. À la question que dois-je faire, à résoudre un problème moral, éthique, intervenir, enfin faire un choix, sortir d'un dilemme, je veux dire, un vieux sage au fond de la forêt africaine peut être beaucoup plus pertinent quelquefois, n'est-ce pas, qu'un prix Nobel de biologie. Et il n'y a rien de réducteur ni pour l'un ni pour l'autre à dire cela. Donc, la philosophie suppose que je puisse faire quelque chose. Elle suppose la liberté. Et je vous ai dit depuis le début, mais je sais que mes auditeurs glissent un peu là-dessus, que je n'ai pas la réponse. Peut-être que toute entreprise philosophique, n'est-ce pas, ne tranche pas le débat. Peut-être qu'elle est tout entière soumise à une illusion. Oui. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de disproportion entre la dramatisation extrême du texte de Kafka, presque désespérant. Vous avez remarqué que je dis presque. Je suis sûr que pas mal d'entre vous pensent que c'est un texte désespéré. Enfin, en tout cas, en termes pour ce qui est de la réussite d'une communication. Et là, je l'étends à la philosophie. Vous voyez ? Pourquoi ? Je fais une série de rappels. J'ai parlé en termes de contenu. La philosophie suppose la liberté et nous n'avons pas démontré que la liberté existe. Même, je vais très vite, il y a même dans le sillage de Kant, de gens qui ont montré, regardez comme j'essaie de choisir mes mots,
qu'il y aurait une contradiction à démontrer la liberté. Si elle était l'objet d'une démonstration, on tomberait dans le déterminisme. Bref, j'en profite ici, parce que je ne voudrais pas laisser des scories comme ça sur la route sans les traiter, très rapidement, que si Kant dit bien que là nous sommes dans le domaine nouménal, j'ai un auditeur qui s'appelle Noumen, je le salue au passage, enfin qui a pour pseudo nous, plus loin men. La liberté, le monde, l'âme, le sujet, la chose en soi, tout ça bien sûr est d'ordre nouménal. Or, Kant dit qu'on ne peut en avoir aucune connaissance. Attention, c'est précis. Sous-entendu, positive. Mais, regardez comme l'espoir commence à revenir. On peut en avoir une connaissance négative. Attention, nous sommes dans Kafka, on est parti de Kafka, et la théologie négative joue un rôle important dans Kafka. À savoir, si, par exemple, il s'avère, dans mon analyse transcendantale kantienne, que l'espace et le temps ne peuvent pas être imputés à l'objet si elles viennent du sujet en général, hein, pas du sujet particulier, hein, pas du moi empirique, mais notre raison est ainsi faite que, comme dit Kant, qui ne se préoccupe pas beaucoup, à l'inverse de Hegel, des questions de genèse, n'est-ce pas, historique du sujet, notre raison est ainsi faite que, mais par contre, le temps et l'espace, et c'est pourquoi il détermine un monde phénoménal, le nous-mêmes, nous ne pouvons rien en dire directement de positif, mais nous savons au moins que, par exemple, dans le nous-mêmes, il n'y a ni temps ni espace, puisque ça, on sait que ça ne peut venir que de nous. D'où la fameuse formule de Kant qu'on tire dans un sens très douteux, mais qui ici prend tout son sens. J'ai voulu réduire le savoir pour faire une place à la fois. Attention, hein, ça veut dire que la liberté redevient possible à partir du moment où on ne peut pas connaître la chose en soi, mais on doit la penser. Vous savez, la distinction kantienne du connaître et du penser est ici fondamentale. Voilà, je ne vais pas être trop technique, mais je vous renvoie à ces passages de la fin de l'esthétique transcendantale, qui sont sans doute le moment le plus décisif de la critique de la raison pure. Je n'ai pas dit les plus importants, les plus profonds, les plus complets, mais les plus décisifs pour comprendre le reste d'entreprise kantienne. Donc, je suis en train de montrer là que tout n'est pas aussi désespéré. Et j'en arrive à mon dernier personnage, le destinataire, n'est-ce pas? Et celui que nous pouvons être, qui de nous n'a pas rêvé de recevoir le message qu'il attendait, n'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'elle ne m'appelle pas? Et comment ça se fait qu'il ne m'appelle pas? Vous savez, les SMS, les trucs, les machins, on attend tous un message qui devrait tout d'un coup nous délivrer de toutes les angoisses. N'est-ce pas? Parfois ça arrive, mais l'angoisse revient après. Bon, voilà, c'est pas un message tout à fait impérial, mais enfin, c'est un peu du même ordre. Or, il y a une petite note à la fin du message, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, mais toi, tu es assis ou assise à ta fenêtre et tu appelles le message quand vient le soir. Bon sang! Ben moi, je soutiens. Je prends la responsabilité de soutenir devant vous, nous sommes en vacances, donc c'est une bonne nouvelle, que le message est parvenu à destination. Dès l'instant qu'il est attendu, il est parvenu à destination. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà fait un rapport avec cette phrase extraite du mystère, car c'est un mystère, vous voyez, que je suis en train d'introduire, du mystère. Attention, hein, du mystère au mysticisme, à la mystification, il n'y a qu'un pas, restons prudents. Mais à la phrase de Kafka, de Pascal, vous voyez, on a souvent fait le rapprochement entre les deux. Dans les deux cas, il y a une théologie négative. Regardez les travaux de Goldman sur le Dieu caché, le Dieu des jansénistes, et le Deus absconditus, c'est un Dieu qui est présent par son absence. Vous voyez, théologie négative. Et ce message, je voudrais bien savoir ce qu'il y a dans ce message de l'empereur. N'est-ce pas? On est tous un peu comme dans la lettre volée, n'est-ce pas? On est suspendu au parcours de la lettre et personne ne sait jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans cette lettre, ni ce qu'il y a dans le message de l'empereur. C'est pas son absence que ce message nous fascine. Donc, j'y reviens pour être beaucoup plus précis. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Voilà ce que Dieu dit à l'âme souffrante dans le mystère de Jésus.
console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. C'est incompréhensible, apparemment. C'est pour ça que c'est un mystère. Comment on peut à la fois chercher et dire avoir trouvé? Si je cherche, c'est que je n'ai pas trouvé. Eh bien, c'est l'inverse, nous fait comprendre Pascal. Celui qui a l'inquiétude de rechercher la sophia, philosophia, de la désirer philo au point de se mettre en quête de la sophia, c'est-à-dire pas seulement de l'épistémé du savoir, vous voyez, que je révise à chaque fois, mais aussi de la sagesse, pas seulement de répondre à la question que puis-je savoir, mais à la question que dois-je faire? Le simple fait de se mettre en quête est déjà une percée, est déjà une avancée. Autrement dit, par cette phrase, Pascal condamne théologiquement ceux qui se sentent en règle avec la religion, avec Dieu, ceux qui disent, ben voilà, moi je respecte les 10 commandements, je fais partie des justes. Vous savez, il y a une parabole dans l'Évangile où il y a un publicain, c'est-à-dire un homme de mauvaise vie, on dirait aujourd'hui un macro, un proxénète, qui n'ose pas rentrer dans l'église à cause de ses péchés, n'est-ce pas? Et puis un pharisien qui lui rentre et prie à nos rangs, comme on dit, les bras comme ça écartés, qui s'adresse directement à l'Éternel, à répéter les mêmes prières qu'il a l'habitude de débiter depuis qu'on les lui a enseignées, comme des kyriels, kyrie eleison, enfin se répéter, ça veut dire kyriel. Et celui qui est à l'entrée dit qu'il n'est pas digne d'entrer dans cette demeure, mais que Dieu dise une seule parole et son âme sera guérie. Et bien sûr, Laurent, le pharisien, le montre du doigt et dit, voilà, il a tellement fait de péché qu'il n'entre pas entrer dans ta maison. Et le Christ dit, oui, mais c'est lui qui est proche de moi. Voilà, donc il y a une théologie négative. Voilà en quoi ce texte est important. Eh bien, je vais maintenant insister sur ce personnage, c'est-à-dire que il y a une communication dans les deux sens. Si quelqu'un est assis à la fenêtre, c'est une manière, n'est-ce pas, d'établir une connexion. Ces connexions, je voudrais bien établir de manière plus confortable avec vous, avec l'émetteur, avec l'empereur. Et là, je montre, je prends une autre référence kafkaïenne, le château, son testament, son dernier roman, plus achevé, le plus achevé, il est inachevé, mais le plus achevé du point de vue de la maîtrise de l'écriture, le plus épuré aussi, où il y a le moins d'effets pathétiques, mais tout de même, vous savez, très rapidement, c'est le héros du château qui s'appelle K, même plus Joseph K dans le procès, qui est réduit à la lettre K, point de suspension, arrive un soir d'hiver dans un village perdu d'Europe centrale. Kafka est d'origine tchèque, mais il écrit en allemand. Et quand on regarde ce qui arrive, les personnages, l'autorité du château, c'est un monde mais tellement germanique. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent en Allemagne, celui-là? Bon, mais je développerai ça une autre fois, dans un autre contexte. Je pense que cette œuvre de Kafka ne pouvait surgir que dans un monde germanique. Aujourd'hui, il pourrait surgir dans le Middle West. Le héros surgit dans ce village, arrive dans l'auberge qui est encore ouverte, l'auberge des paysans, parce qu'il y en a une autre, l'auberge des messieurs, et dit qu'il a été embauché par le château comme arpenteur. Voilà, je vous résume, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Et voilà. Et immédiatement, les problèmes se créent, on n'a pas besoin d'arpenteur, qui vous dit que vous avez été embauché, voilà. Et il va passer tout le roman, je vous dis l'essentiel, à essayer d'atteindre le château, son employeur, on lui fait comprendre que c'est compliqué. C'est le seul du village qui a cette obsession de vouloir atteindre le château. Les villageois s'en tiennent, j'allais dire sagement, ironiquement, au village. Et je vous résume le roman, en fait, il n'atteindra pas le château et à cause de sa quête, il ne peut pas non plus faire partie du village, n'est-ce pas? Donc il est toujours dans la navette. Vous voyez comment on retrouve notre messager, soit dit en passant. Il est toujours dans ce va-et-vient entre un château qu'il atteint presque à chaque fois, mais sans jamais vraiment l'atteindre. Et là, je vous cite un passage, un extrait du premier voyage qu'il fait avec un misérable conducteur qui a un traîneau dans la neige, comme ça, et à qui il demande de le diriger vers le château, ce qui étonne beaucoup le villageois, pour qui ça semble être une hubris, mais enfin, et qui est un peu phtisique, qui a une toux, enfin, bref, voilà. Et bien sûr,
La fatigue est trop grande dans la neige, il faut retourner alors qu'on était presque arrivé au château. Et voilà ce qui se passe tout d'un coup. D'abord, avant de dire ce qui se passe, une petite description du château. Je vais d'abord vite et je vais ralentir le passage essentiel. K poursuivit son chemin, les yeux braqués sur le château, rien d'autre ne l'inquiétait. Mais en se rapprochant, il fut déçu. Ce château n'était après tout qu'une petite ville misérable, un ramassis de bicoques villageoises que rien ne distinguait, sinon si l'on voulait qu'elles étaient toutes de pierre, mais le crépi semblait parti depuis longtemps et cette pierre semblait s'effriter. Un souvenir fugitif a frappé l'esprit de K. Il songea à sa ville natale. Elle le cédait à peine à ce prétendu château. Si K n'était venu que pour le voir, ça aurait été un voyage perdu, il aurait mieux fait d'aller revoir sa patrie, où il n'était plus retourné depuis longtemps. Il comparait en pensée le clocher de son village avec la tour qui se dressait là-haut. Celle du clocher, sûre d'elle-même, donc dans son village, montait tout droit, sans une hésitation, et se rajeunissait en haut, terminée par un large toit qui la couvrait de tuiles rouges. C'était un bâtiment terrestre, bien sûr. Que pouvons-nous construire d'autre? Mais qui plaçait son but plus haut que le plat ramassis des petites maisons et qui prenait une expression plus lumineuse au-dessus des tristes jours et du travail quotidien. La tour d'ici, donc celle du château, la seule que l'on vit était la tour d'une maison d'habitation. On s'en rendait compte maintenant, peut-être celle du corps principal du château. C'était une construction ronde et uniforme dont le lierre recouvrait une partie, gracieusement. Elle était percée de petites fenêtres que le soleil faisait étinceler. Elle avait quelque chose de fou et se terminait par une sorte de plateforme dont les créneaux incertains, irréguliers, ruineux, gravaient dans un ciel bleu des dents qui semblaient avoir été dessinées par la main craintive ou négligente d'un enfant. On eût dit qu'un triste habitant, et là je ralentis, contraint de vivre enfermé dans la pièce la plus reculée de la maison, avait crevé le toit et s'était levé pour se montrer au monde. Voilà l'image que lui suggère, l'image vraiment étrange et interpellante que lui suggère la tour principale du château. On eût dit qu'un triste habitant contraint de vivre, je parlais tout à l'heure du message prisonnier dans le gosier, on eût dit qu'un triste habitant contraint de vivre enfermé dans la pièce la plus reculée de la maison avait crevé le toit et s'était levé pour se montrer au monde. Deuxième tentative, il s'efforce d'arriver au château, je vais plus vite. Il le rate de nouveau avec son voiturier, là, dans la neige. K ne dit plus rien, s'assit sur l'arrière du traîneau, la toux se calma, la toux du conducteur petit à petit, et ils partirent. Là-haut, le château, déjà étrangement sombre, que K avait espéré atteindre dans la journée, recommençait à s'éloigner. Mais comme pour saluer K, à l'occasion de ce provisoire adieu, le château fit retentir un son de cloche. Vous voyez, le redressement, l'infléchissement positif de mon intervention de ce soir a commencé avec le fait que le destinataire attend le message et qu'en tant que tel, le message est quelque part arrivé à destination, le fait qu'on l'attende. Si vous êtes certain que la personne pour laquelle vous avez l'amour le plus fou attend impatiemment votre SMS, avoue que quelque part c'est gratifiant pour vous. Et or, ici, de nouveau, voilà que le destinataire, enfin, le but poursuivi, le château, s'exprime. Alors regardez bien, de quelle manière? Par un son. Mais comme pour saluer K à l'occasion de ce provisoire adieu, puisque K a fait demi-tour, nouvel échec, le château fit retentir un son de cloche, un son ailé. Oui, le contraire du messager qui n'arrive pas à progresser, un son ailé, un son joyeux qui faisait trembler l'âme un instant. On eût dit, car il avait aussi un accent douloureux, qu'il vous menaçait de l'accomplissement des choses que votre cœur souhaitait obscurément. Je pense à Hölderlin dans un fragment de la fin, un fragment dans un commentaire de Pindar, une traduction qu'il vient de faire, dit cette phrase extraordinaire, « Peur de la vérité à cause du plaisir à son contact ». Je suis sûr que les lacaniens ici m'écoutent. Peur de la vérité à cause du plaisir à son contact. Je répète, car le château fit retentir un son de cloche, un son ailé, un son joyeux qui faisait trembler l'âme un instant. On eût dit, car il avait aussi un accent douloureux, qu'il vous menaçait de l'accomplissement des choses que votre cœur souhaitait obscurément. Puis la grande cloche se tut bientôt,
relayée par une petite qui sonnait faible et monotone, peut-être là-haut, elle aussi, peut-être au village déjà, allez savoir. Ce drelin convenait d'ailleurs mieux au lent voyage que faisait K en compagnie de ce voiturier miteux, mais inexorable, qui inexorablement donc l'éloigne du château. Voilà, je crois qu'on comprend mieux maintenant. C'est pas un hasard si c'est sous la forme d'un son. Je ne vais pas vous faire que de la lecture, mais je vous fais allusion oralement aussi à un autre passage du tout début, quand il arrive à l'auberge le soir. Il y a un petit employé du château qui dit « Mais qu'est-ce que ça, on n'a jamais embauché d'arpenteur, c'est quoi cette histoire? Je vais vérifier. » Allemand, administratif, Sauvasse. Bon, il téléphone au château, il y avait les premiers téléphones. Le téléphone est dans la salle publique où sont les paysans, dans le bar, on dirait aujourd'hui, de l'auberge des paysans. Et comme réponse à l'appel, K entendit un grésillement. Vous voyez de nouveau un son. Et Kafka décrit ce grésillement, c'est tout ce qu'on sait de la voix du château, comme si c'était des milliers de voix d'enfants, à la fois lointaines et très proches. Voilà, je vous ai dit l'enjeu, pour ne pas noyer le poisson, dans la confusion. L'enjeu, c'est la manière de s'exprimer de la philosophie. Et là, j'en viens à un deuxième volet des interventions que j'ai faites dès le début et que je renouvelle cette année, où j'insiste depuis le début, ce sont les thèmes que j'ai placés au début parce qu'on ne cesse jamais de les creuser, à savoir que le philosophe occupe une position intermédiaire entre deux extrêmes que sont le mathématicien et le poète. Trois rapports au langage, le mathématicien, le poète, voilà pour les deux extrêmes, trois rapports. Deux rapports ici, très différents, voire opposés. L'un qui fuit complètement toute métaphore et qui se contente du dire pur, sans parler silencieusement, le mathématique, et le poète, au contraire, qui est pure parole. Et le philosophe qui fait une espèce de navette entre les deux, vous voyez, entre le village et le château, de nouveau. Et parce que le philosophe voudrait atteindre à la rigueur pour laquelle la mathématique est un modèle, la mathématique c'est une métonymie du scientifique en général, je ne parle pas du scientisme, qui est une idéologie, qui revient en force à la faveur du néopositivisme, enfin, de toute façon. Mais la mathématique est si métonymie, du discours scientifique. Le philosophe voudrait avoir cette rigueur, cette universalité, cette communication réussie. Il n'y a pas une version hindoue et une version patagone de la vitesse de l'électron. Il n'y a pas une version chinoise et une version française de la somme de 2 et 2. Ce qui faisait dire à Aristote, la mathématique unit les hommes, la politique les divise. Alors je rebondis sur cette phrase apparemment anodine et d'une vertigineuse profondeur d'Aristote. C'est pas un hasard si c'est la politique qui les divise. Et on comprend mieux la navette du philosophe, car le philosophe ne peut pas être indifférent, lui, à l'enjeu politique avec sa question « que dois-je faire ?» Donc, j'ai discuté avec Philippe et Hugo avant ce direct, cet enjeu de la communication proprement philosophique et de sa possibilité ou de son impossibilité dans son lien avec la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'unifier le champ politique, de l'unifier dans le sens d'un changement. Il n'a jamais été aussi difficile de se faire entendre politiquement, même dans ceux qui semblent appartenir à la même famille politique. Regardez comme la gauche, je suis un vieillard, je n'ai jamais vu la gauche aussi divisée depuis que j'existe. Si tant est qu'elle existe encore. Il m'arrive, je ne veux pas vous désespérer, je ne suis jamais. Il m'arrive
d'être pessimiste, mais jamais désespéré. Et il m'arrive de penser quelquefois que toutes les oppositions politiques de nos jours sont presque toutes intraphagisantes. Je pèse mes mots, je n'ai pas dit fascistes, mais intraphagisantes. C'est-à-dire qu'on n'oppose que des discours qui tendent vers le fascisme sans même s'en apercevoir. Je ne vais pas développer ça parce que ça me mettrait... Je reparlerai de l'écologisme et j'en agacerai certains. Voilà, on en parlera à une autre occasion. Mais attention à l'enjeu lui-même. Quand je dis la mathématique unie, enfin je rappelle ce que dit Aristote, la mathématique unit les hommes, la politique les divise, le philosophe ne peut pas, lui, laisser la métaphore au poète et se rapprocher du mathématicien, ce que font ceux qui sont dans le néopositivisme logique, dans la logique formelle et dans l'école analytique, bref, tout ce qu'on oppose à l'école continentale. Vous savez que nous sommes les arriérés, nous les continentaux, nous avons toujours un arrière-plan métaphysique, alors que les anglo-saxons... Vous savez que j'ai fait une intervention en Norvège récemment, j'ai appris à ma grande stupéfaction là-bas qu'il fallait éviter les malentendus, car le mot philosophie sur le campus, là-bas, ne désigne pratiquement que le néopositivisme logique. Que la philosophie analytique, si vous préférez une autre désignation. Il ne peut pas abandonner la métaphore, je répète, au poète se rapprocher, précisément parce que la métaphore, bien sûr, est naïve si on la prend dans un sens réaliste. Quand je dis le soleil se lève, je suis encore dans le géocentrisme, je suis dans l'illusion de croire que c'est le soleil qui bouge, alors que c'est la Terre qui tourne autour de lui et sur elle-même, pour ce qui est de la succession jour et nuit, soit dit en passant. Bref, je suis dans la métaphore. D'accord ? Mais cette métaphore ne m'apprend rien. Là, le positivisme a raison. Enfin, la science a raison, sinon le scientisme, à savoir, elle ne m'apprend rien sur le mouvement de la Terre. Et encore moins sur celui du Soleil. D'accord ? Mais ça m'apprend sur celui qui parle. Et nous sommes dans une discipline, la philosophie, qui a démarré avec un connais-toi toi-même. C'est bien, c'est un crime. Vous voyez qu'il y a de l'ordre quand même dans tout ça. J'ai l'air comme ça de vous balader d'un truc à l'autre, mais non. C'est toujours le rappel de ce qui est proprement philosophique. L'essentiel peut-être de l'effort philosophique consiste à préciser ce qui est proprement de l'ordre du champ strictement philosophique pour arrêter de perdre du temps avec des disciplines qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire se poser la question de l'action, que dois-je faire, y répondre d'une manière rigoureuse, mais vous voyez bien que cette rigueur ne peut pas être la même que celle du géomètre. Et c'est pourquoi j'ai tenté pendant toute l'année où j'ai fait le feuilleton Nerval, vous voyez que ça se tient. Non pas de nous donner comme ça un bol d'air, encore que ce n'est pas désagréable en se baladant sur les traces de Gérard dans les forêts, les étangs et les lacs du Valois, avec aspirant avec bonheur les brumes d'automne, comme il dit, oui, ben ça nous ferait du bien dans la canicule d'aujourd'hui et de ce soir. Mais enfin, ça tire sur la fin. Mais pourquoi j'ai développé la Nerval ? Pour arriver, certains d'entre vous se rappellent peut-être à cette étude comparée de deux passages de Nerval, un qui est dans Les Filles du Feu, dans Angélique, où il voit les jeunes filles chanter devant la cathédrale pendant le coucher de soleil, et l'autre dans Aurélia, dans un rêve, ça n'a rien à voir comme contexte. L'un qui fait partie et ça fait partie de la réalité presque journalistique, l'autre de l'imaginaire par excellence, à savoir le rêve. Et je montrais que, je le rappelle très rapidement, en sortant, j'ai pu admirer, sous un rayon de soleil couchant, les tours des fortifications romaines à demi démolies et revêtues de lierre. Il parle bien sûr de Senlis. Et c'est là qu'il voit un groupe de jeunes filles, de petites filles, pardon, en train de chanter sous la direction d'une jeune fille, des chansons traditionnelles, des comptines, des canards dans la rivière, même il cite le titre. Et la petite se met, il y en a une que la grande dit, je veux l'entendre celle-là à part, parce que ça n'a pas l'air très juste, et la petite se met, je cite Nerval, à chanter avec une voix faible, mais bien timbrée. Et je montre que les deux textes sont en rapport exactement inverse, comme si chacun des textes était l'autre multiplié par -1. Je suis sérieux.
Regardez, dans le texte d'Angélique, les bâtiments sont en ruine, ils sont réduits. Nous sommes dans le domaine de la tour abolie, pour ceux qui connaissent bien Nerval. Je suis le prince Aquitaine à la tour abolie. Il parle des tours romaines qui existent à Senlis, hein, à demi démolies et revêtues de lierre. Mais vous voyez qu'il y a une résonance symbolique qui va au-delà de l'existence empirique des fortifications gallo-romaines à Senlis, qui existent indubitablement. Voilà, le bâtiment est réduit. La lumière, elle est déclinante, puisque nous sommes au coucher de soleil. J'ai pu admirer sous un rayon de soleil couchant. Et en plus, nous sommes à l'automne, au déclin de l'année. C'est le jour des morts que je vous écris, pardon, ces idées mélancoliques. Donc, dans le texte d'Angélique, tout est sur le déclin. Et ça ne produit pas du tout quelque chose de tragique, au contraire, c'est une douce mélancolie d'automne. Dans le rêve, je me trouvais dans une salle qui me semblait être la demeure de mon aïeul, mais elle semblait s'être agrandie seulement. Voilà, le bâtiment, tout d'un coup, est agrandi, exactement l'inverse. Un jour 3 fois plus brillant que le jour naturel, je cite le texte là, arrivait par la croisée, et il y avait dans l'air des souffles qui rappelaient les tièdes matinées du printemps. Alors nous ne sommes pas en automne, mais nous ne sommes pas non plus en été ou en hiver, nous sommes dans l'exacte symétrie de l'automne qu'est le printemps. Je vous dis que c'est multiplié par -1. Nous ne sommes pas dans un bâtiment réduit, mais dans une salle agrandie. Et les 3 femmes qui lui parlent, car ce ne sont plus des petites filles face à un adulte comme lui, mais ce sont 3 grandes dames, et lui est un enfant à qui ces dames viennent de faire un petit habit, comme des langes, si vous préférez, entièrement tissé à l'aiguille de fil ténu, comme des toiles d'araignée. Bon, je les remercie en rougissant, comme si je n'eusse été qu'un petit enfant devant de grandes et belles dames. On ne peut pas faire plus opposé. Un adulte devant des jeunes filles, dans un contexte déclinant, un enfant devant des dames, dont l'une me parlait avec une voix vibrante et mélodieuse, je cite, on est à l'inverse de la voix faible de la petite fille tout à l'heure. Je suis en train de montrer quoi? Qu'il peut y avoir une scientificité étendue à ce qui semble le plus étranger, à la détermination scientifique, à savoir l'imagination littéraire. Surtout, c'est un rêve. Ruse de la raison, n'est-ce pas? Que le décor n'est jamais aussi déterminé que lorsque je crois que c'est ma libre imagination, n'est-ce pas, qui en trace le contour. Donc, c'est que je vous demande beaucoup, mais si vous pouvez revoir les 2 derniers épisodes du feuilleton d'Angélique, vous verrez qu'il est possible, donc vous avez promis quelque chose de positif, on est parti d'un texte apparemment désespérant, de jeter une passerelle, fût-elle frêle, mais pleine de promesses, entre la philosophie théorique, les sciences dures, il n'y a qu'ici que le théorique s'est installé un terrain solide, je prends les métaphores kantiennes là, et les dites sciences humaines, une passerelle entre les deux. Parce que si une littérature onirique, le rêve de Nerval, obéit à une détermination stricte et peut être susceptible d'une prévisibilité aussi rigoureuse que la prévisibilité des éclipses pour un astronome, eh bien c'est qu'on a une voie royale qui peut s'ouvrir devant nous. Voilà la nouvelle que je voulais essayer de vous communiquer, tout en mettant en question, bien sûr, ma communication philosophique que j'essaie de faire depuis des années, mais vous comprenez pourquoi elle est problématique et doit rester problématique. Parce qu'il semble y avoir une contradiction, il semble qu'il y ait une contradiction insurmontable entre le côté métaphorique du langage de tous les jours, que je devrais laisser tomber, comme ont fait les mathématiciens dès Euclide, il y a plus de 2000 ans, précisément parce qu'il manque d'univocité, si c'est la rigueur et la vérité que je cherche. Seulement, voilà, dans les métaphores du langage que je suis en train d'abandonner à ce moment-là, il y a tous les enjeux des volontés, des désirs, et donc le problème politique, il est là. Il est dans les enjeux des métaphores du langage courant. Et c'est pour ça, vous voyez, que je suis toujours attentif à essayer de redresser ces métaphores lorsque, à force de s'y habituer, on finit par oublier que c'est des métaphores, comme quand on dit le jour se lève,
Et quand on finit, comme dit magnifiquement Hegel, par prendre les chaînes de Dodone pour des arbres. Je fais allusion à quoi, là, ce sera un peu le dernier aspect de mon intervention. Je fais allusion au fait que si la philosophie est encore là, je vais commencer même par le paradoxe de Lénine, hein, si tu parles, tu sers. Il n'y a pas de communication philosophique, alors qu'est-ce que je fais moi depuis des années? C'est à cause du pouvoir que nous subissons. En attendant la résolution des problèmes de la société dans laquelle nous vivons, qui ne peuvent être résolus que par l'apparition d'un nouveau mode de production, à la faveur de nouveaux rapports de production et donc de propriété, nous ne pouvons pas avoir la communication que je souhaiterais avoir, celle dont je viens d'esquisser la possibilité, qui demande bien sûr un travail d'équipe. Vous pensez bien que je vous l'aurais délivré, moi, si je pouvais l'avoir à moi tout seul. Non, j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin des autres. C'est un travail d'équipe. Je me rappelle que lorsque Sartre a eu la gentillesse de recevoir Gluskar lui présentant son sujet de thèse, de lettres et le code, et Sartre apparemment l'a bien consciencieusement lu, puisqu'il en fait un compte rendu que certains d'entre vous connaissent, n'est-ce pas, que c'est un très bel exemple de ce que l'histoire est véritablement, à savoir, je cite Sartre, une totalisation en marche, et non pas une totalité achevée, une totalisation en marche. Mais il y a un reproche que fait Sartre, c'est Gluskar qui m'a dit, il y a tout de même un hubris, c'est de croire que de telles problématiques énormes, n'est-ce pas, de toute l'histoire de la praxis en France depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française non incluse, bref, toute l'histoire de l'Ancien Régime, peut être faite par un seul individu. Et Sartre dit, à juste titre, il faudrait un travail d'équipe. À quoi Gluskar disait, je demande que ça, qui m'envoie des mecs, je suis tout seul. Voilà, je conclue là-dessus, sur le rire de Gluskar, n'est-ce pas, que j'ai si souvent entendu en vacances. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Et très bonnes vacances en tous les cas.